l'association MPA pour organiser ce débat ce soir. Et bien sûr... parti politique. Oui, la partie politique, oui. Et donc Miguel a touché un peu, en grande partie, la totalité des aspects liés au conflit du Sahara occidental. Mais je tiens tout d'abord, avant de faire une petite présentation autour de la problématique du Sahara occidental, à insister sur le fait que l'immigration a été depuis toujours instrumentalisée d'une façon systématique de la part du Maroc pour exercer du chantage, bien sûr c'est l'Espagne, mais à travers l'Espagne c'est l'ensemble des pays européens. On se souvient toujours de la déclaration fameuse du roi Hassan II qui disait que défaut de pouvoir exporter nos tomates sur le marché européen, on finira par exporter des terroristes. Donc voilà, et depuis, ça c'était en 86 je crois, et ça c'est la vision qui détermine la politique migratoire du Maroc vis-à-vis de l'Europe, et parfois c'est un peu, malheureusement on voit que l'heure est un peu rentable. La preuve c'est le revirement de la position espagnole mars dernier, là où le gouvernement de Sanchez a décidé de renoncer d'abord la responsabilité morale, politique et juridique espagnole vis-à-vis du peuple du Sahara occidental, mais pas seulement vis-à-vis du peuple du Sahara occidental, sinon vis-à-vis de l'ensemble des pays du Maghreb. Parce que ce que le Madrid oublie souvent, c'est que en se retirant du territoire du Sahara occidental en 1975, sans faire organiser le référendum d'autodétermination qui a été la promesse aux Nations Unies, au peuple sahraoui, et il a laissé ce conflit, une blessure ouverte depuis toujours qui conditionne toute possibilité de bonnes relations de voisinage entre les pays du Maghreb. Et depuis, cette possibilité d'avoir un Maghreb arabe uni, prospère et conditionné par le conflit du Sahara occidental qui est l'héritage d'une action irresponsable, un retrait précipité de l'Espagne et du territoire du Sahara occidental. Peut-être comme vous savez, le Sahara occidental est considéré comme le dernier territoire à décoloniser en Afrique, la dernière colonie en Afrique. Et depuis la formation du Front Polisario en 1973, qui a commencé à mener la lutte contre l'occupant marocain, et après on a le mouvement de libération nationale qui lutte toujours. Il y a le territoire du Sahara occidental qui est divisé en deux parties, une partie la plus grande qui est sous occupation maintenant, et il y a la partie libérée et les camps de réfugiés là où le Polisario exerce son pouvoir, mais aussi là où le Polisario a réussi à mettre en place son projet, son modèle d'État en attendant la totale indépendance du territoire du Sahara occidental. La situation actuelle, après 30 ans depuis 1991 jusqu'à 2020, il y a un accord de paix avec lequel l'ONU allait organiser un référendum d'autodétermination, mais le Maroc a mis son veto finalement et a renoncé ses engagements vis-à-vis de cet accord du référendum, et c'est la guerre de nouveau qui a éclaté malheureusement en 2020. Certes, c'est une guerre qui est un peu en basse intensité jusqu'à maintenant, mais il a tous les ingrédients de déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'autant plus que maintenant, aujourd'hui, la situation est d'une tension et polarisation dangereuse entre le Maroc et l'Algérie. Et si on fait le lien avec ce qui se passe au Sahel, une guerre au Sahara occidental, ça peut générer un effet négatif sur la stabilité régionale, et c'est une zone qui se trouve aux portes de l'Europe avec tous les dangers qui peuvent engendrer par la suite. L'ONU, après plus de 6
6 envoyés personnels du secrétaire général. Il a désigné à nouveau l'Italien suédois Stéphane de Mistura, novembre dernier. Il est toujours dans cette démarche de prendre des contacts avec les partis, de faire des tournées dans la région, mais il n'a pas encore réussi à débloquer la situation et inviter les deux parties à la table des négociations. Nous, pour le Polisario, le problème n'a jamais été ni le profil, ni la capacité, ni l'expérience de l'envoyé personnel du secrétaire général. Sinon, l'incapacité à l'intérieur du Conseil de sécurité d'accompagner le processus, mais aussi de jouer son rôle comme garant sur l'application de ces propres résolutions. Il y a eu malheureusement depuis l'année 2000, une tendance un peu à être très souple, à accommoder les positions du Maroc, et on a fini par des expressions dans les différentes résolutions qui sont un peu dans le sens d'être très flexible avec les positions illégales du Maroc. Les États-Unis d'Amérique, malheureusement, ils ont créé un précédent en 2020 avec la décision de Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle administration, il y a eu des efforts pour corriger cette erreur. Ils n'ont pas encore réussi à révoquer la décision de Trump à cause de ses liens avec les accords d'Abraham. Si on commence à mettre en question l'accord entre le Maroc et la reconnaissance de la souveraineté formellement, ça peut avoir un effet négatif sur les accords entre Israël et le reste des pays arabes. Et donc, dans la substance, ils ont vidé la déclaration de son contenu. Les Américains, ils se réfèrent au Sahara occidental avec son nom internationalement fourni. Le quart du Sahara occidental, dans les documents officiels, ils sont présentés dans les frontières reconnues internationalement. Il y a toujours une insistance sur le droit international, la légalité internationale, et même la promesse d'ouvrir un consulat au Sahara occidental occupé qui a été formulée par Trump. Le nouveau gouvernement, il a renoncé à ça, et même le Congrès et le Sénat, tous les deux, ils ont décidé de ne pas financer l'ouverture de ce consulat. En plus du refus du Pentagone, l'armée américaine de participer dans des manœuvres militaires avec le Maroc sur le sol du Sahara occidental. Mais bien sûr, nous, formellement, on est toujours dans l'attente de décision formelle pour révoquer la décision. La position espagnole, Miguel l'avait évoquée, et je crois que c'est un alignement très clair sur la position marocaine, et la conséquence, c'est que l'Espagne aujourd'hui s'est auto-exclue de toute possibilité de jouer un rôle, puisqu'elle a décidé de prendre le côté du Maroc. Et avec ça, elle a perdu la confiance des Sahraouis, mais elle a perdu aussi la confiance d'un acteur régional important qui est l'Algérie en l'occurrence. Et depuis, c'est toute une dynamique qui s'est ouverte en Espagne, et beaucoup de décisions adoptées par le Parlement, par le Sénat, les parlements régionaux. Et aujourd'hui, la situation, c'est que Sanchez se trouve totalement isolé. Il y a, même au sein de son gouvernement, il n'y a pas d'unanimité sur la position, même au sein de son propre parti politique. Il y a deux courants qui refusent encore de suivre sa majorité parlementaire et les partis d'opposition principaux. Et c'est un refus total de ce revirement, et pour eux, c'est un acte d'irresponsabilité qui n'a pas été consulté ni à l'intérieur du gouvernement, ni à l'intérieur du Parlement
du Parlement espagnol. Et l'Europe, malheureusement, est devenue un peu partie du problème au Sahara occidental, surtout avec cette volonté de la part de l'Union européenne de refuser à appliquer les décisions de la Cour de justice européenne. En 2016, en 2018 et en 2021, il y a eu des résolutions très claires pour annuler les accords économiques signés entre l'Union européenne et le Maroc à cause de l'inclusion du Sahara occidental. C'est l'argument principal que le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés. Et pour qu'il y ait une activité économique qui implique les ressources de ce territoire, il faut qu'il y ait le consentement du peuple du Sahara occidental, bien sûr à travers son représentant reconnu par l'ONU, qui est le Front Polisario. Et l'Union européenne, au lieu de respecter les décisions de sa propre justice, il a cette tendance un peu de plaire au Maroc, même au détriment de la justice européenne. Ce qui fait que, bien sûr, le Maroc, il est en quelque sorte encouragé par l'Union européenne d'aller refuser de coopérer, puisqu'il ne se trouve pas obligé à respecter la légalité internationale, tant que le moment où l'Espagne, la France et l'Union européenne donnent ces genres de signes, et ça, c'est un élément principal qui a conduit le Maroc pratiquement à renoncer toute possibilité de coopérer avec l'ONU dans l'effort d'organiser le référendum à travers l'expression libre et authentique du peuple du Sahara occidental. Et l'autonomie, c'est une imposition sur les Sahraouis. Il n'y a pas eu de consultation de l'avis du peuple du Sahara occidental. Et si le corps et le fond du conflit, et le statut du territoire, est décidé au préalable de toute consultation de l'avis du peuple du Sahara occidental, donc qu'est-ce qui reste au Sahraoui? C'est une formule de gagnant-perdant. C'est le Maroc qui gagne tout et c'est les Sahraouis pratiquement qui perdent tout. Et après, pour nous, c'est juste une manœuvre de plus, comme fut le référendum dans son moment. Aujourd'hui, on s'aperçoit tous que le Maroc n'a jamais été sérieux sur l'idée même du référendum d'autodétermination. C'était juste une manœuvre pour se libérer de la guerre au Sahara occidental. Et aujourd'hui, c'est juste aussi une autre manœuvre pour gagner du temps, et il n'est pas sérieux pour quoi que ce soit comme solution à ce conflit du Sahara occidental. On peut même aller très loin pour dire que le Maroc, ça serait beaucoup plus facile au Maroc de donner l'indépendance aux Sahraouis avant même ce statut d'autonomie. Parce qu'avec l'indépendance du Sahara occidental, le conflit s'arrête, parce que c'est un conflit international. Si on commence par un statut d'autonomie au Sahara occidental, c'est la boîte Pandore qui s'ouvre. Il y a le Rif, il y a le Sousse, il y a d'autres régions au Maroc qui vont commencer à réclamer des statuts pareils. Donc, il n'y a pas de... c'est pas sérieux. Cette proposition, elle est en contradiction avec le droit international. Bien sûr, pour nous, c'est hors question qu'on discute de cette option. Et pour nous, en tant que mouvement de libération, on avait le mandat depuis toujours de lutter et d'unir notre peuple jusqu'à le point où le peuple serait, son droit dans l'autodétermination soit assuré. Nous, on n'a pas de problème si les Sahraouis décident qu'ils veulent être marocains, on n'a pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas accepter ni tolérer qu'il y ait une imposition sur le peuple du Sahara occidental. Le Maroc, par exemple, ils le disent au Parlement européen, dans les institutions européennes et partout, que la majorité des Sahraouis aux zones occupées, ils s'identifient avec le trône, ils sont marocains, ils sont prospères, ils participent à la vie normale, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ils sont deux Marocains de plus.
Et il y a juste une petite minorité qui se trouve avec le Polisario, peut-être même séquestrés contre leur volonté, les Algériens et tout ça. Si c'est le cas, pourquoi pas aller permettre l'organisation du référendum d'autodétermination? Et ça serait facile pour tout le monde. Hein. Laisse les Sahraouis à s'exprimer et exprimer au monde cet attachement au Maroc et à la marocanité. Mais je crois que, encore une fois, on était très généreux depuis le début de ce processus, avec des concessions parfois douloureuses de notre part. Le plan Becker en 2003, on avait accepté que l'autonomie, que le territoire ait un statut d'autonomie pendant 4 à 5 ans après un référendum de détermination va être organisé. Et dans ce référendum de détermination, on avait même accepté l'idée de la possibilité d'inclure des colons marocains, qui ont été au territoire depuis le début du conflit jusqu'à maintenant. Ce sont des concessions énormes, c'était très impopulaire chez nous, mais on a pris le risque. Mais il y a une concession qu'on ne peut pas offrir, c'est celle liée aux droits du peuple du Sahara occidental. On ne peut pas la faire parce que ça ne nous appartient pas. Ça, c'est le peuple du Sahara occidental, ça, c'est son droit, et nous, on est là pour défendre son droit. Voilà, grosso modo, et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde de se mobiliser maintenant, surtout en Europe, pour éviter qu'il y ait un dérapage beaucoup plus sérieux au Sahara occidental qui peut affecter la stabilité et la sécurité régionale dans une région qui est particulièrement sensible et à la porte de l'Europe. Et je laisse la parole à